Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les Congolais se souviennent aujourd'hui, 24 mars, 52 ans, depuis que mourait leur tout premier président, Joseph Kasavubu. Messe d'action de grâce, dépôt de gerbes de fleurs au mausolée, des activités qui ont marqué la journée. Un autre fait marquant la date du 24 mars, c'est la journée de lutte contre la tuberculose. Cette année, le thème va booster la riposte contre cette maladie qui tue plusieurs milliers de personnes chaque année à travers le monde. L'horloge tourne, c'est ça le thème. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a adressé un message à la nation. C'est à suivre dans ce journal. Et puis, le ravin de Kimwenza ne cesse d'éventrer la terre. Cette situation inquiète plus d'un Congolais. Le cardinal Fridolin Ambongo est arrivé sur place et interpelle les autorités. Madame, Monsieur, c'était le sommaire de 20h. Bienvenue à tous. Moussa Faki Mahamat est à Kinshasa. Le président de la Commission de l'Union africaine a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est dit satisfait de la convergence de vues totale sur les différents sujets d'intérêt commun du continent africain. Reportage. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a eu une séance de travail avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, ce mardi 23 mars 2021 à la Cité de l'Union africaine. Les deux autres instances de l'Union africaine ont eu d'abord une réunion à huis clos de plus d'une demi-heure avant de l'élargir à la délégation de l'Union africaine, de la représentante permanente de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Madame Hélène Natundiaï, de Ilungangandu, ambassadeur de la RDC en Éthiopie, et du panel d'accompagnement du chef de l'État à sa mandature à la tête de l'Union africaine. Au sortir de cette séance de travail, Moussa Faki s'est dit satisfait de leur convergence de vue totale sur les différents sujets d'intérêt commun du continent africain. Ce fut une occasion avec le président de faire un tour d'horizon de l'ensemble des questions touchant le continent africain, qu'il s'agisse des questions de paix et de sécurité, qu'il s'agisse de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, qu'il s'agisse des conséquences socio-économiques de cette pandémie. Il y a une totale convergence de vues entre le président de la République et moi-même. C'est une phase importante dans la vie de notre continent et de notre organisation. Le président de l'Union est parfaitement conscient des enjeux et il a apporté tout son soutien à la commission que je dirige. L'Union africaine est dans une phase de réforme institutionnelle. Le nombre de membres de la commission a baissé de 10 à 8 et d'ici le mois de juin, il y aura 2 autres commissaires qui seront élus pour compléter le nombre, a conclu Moussa Faki Mahamat. La Grande-Bretagne réaffirme son attachement à RDC dans le domaine parlementaire. Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC l'a dit à Christophe Mbosoko Diampuanga, président de l'Assemblée nationale, Sylvie Moembo, Bernard Bodo et Guy Kitoko. À toute fin utile, la Grande-Bretagne est tout à fait disposée à accompagner l'Assemblée nationale dans tous les défis qu'elle compte relever sous la conduite du président Christophe Mbosoko Diampuanga. C'est l'engagement que Mme Emily Batman a tenu à signifier au speaker de la Chambre basse du Parlement. Nous sommes un grand partenaire de la RDC, surtout dans tout ce qui est le renforcement des institutions et la démocratie. Donc notre partenariat avec l'Assemblée nationale va continuer. Alors j'espère qu'on peut nourrir notre relation et notre partenariat. Et j'espère que l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, en fait, peut continuer le travail pour servir la population, pour être une institution qui fait de bon travail pour que la population est prospère et saine et en paix. En dehors de la diplomatie classique, la Grande-Bretagne pense pouvoir renforcer la coopération bilatérale en mettant à contribution la diplomatie parlementaire. Je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, l'horloge tourne. C'est le thème choisi pour célébrer la journée de lutte contre la tuberculose, célébrée aujourd'hui 24 mars. Ce thème justifie la nécessité d'accélérer en toute urgence la riposte contre cette maladie qui tue en Afrique plus de 500 000 personnes par an. Le ministre de la Santé a adressé pour cette occasion un message à la nation. On l'écoute. Chers compatriotes, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose en sigle GMT, célébrée le 24 mars de chaque année,
est l'occasion de sensibiliser le monde entier en général et la population de la République démocratique du Congo en particulier sur le fardeau que représente cette maladie dans le monde et de faire le point sur les efforts de prévention et de soins. C'est l'occasion de mobiliser l'engagement politique et social pour mettre fin à cette maladie. Pour cette année, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a retenu comme thème « L'horloge tourne ». Le sous-thème national est « L'horloge tourne ». Que faire pour réduire le gap de la sous-détection de la tuberculose face à la pandémie de Covid-19 ? Ce thème insiste sur le fait qu'il est urgent d'agir pour honorer les engagements pris par le dirigeant au niveau mondial et national. Chers compatriotes, la pandémie de la Covid-19 en est à sa deuxième année et prend malheureusement de plus en plus de ressources médicales et d'attention, impactant négativement sur la fourniture de diagnostics, de médicaments et de soins nécessaires aux personnes souffrant de la tuberculose. Le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, insiste sur le slogan « Le peuple d'abord ». La République démocratique du Congo a besoin que toutes ses filles et tous ses fils soient en bonne santé pour un Congo prospère. La tuberculose est un problème de santé publique auquel nous devons tous nous engager pour réduire son impact sur la vie de l'homme. La ligne Zongo 2 Kinshasa est en phase terminale. Le directeur général de la SNEL s'est rendu sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux et échanger avec les riverains, nous dit Edith Chala dans ce reportage. La Société nationale d'électricité SNEL SA se bat autant que faire se peut pour se maintenir en donnant de l'énergie électrique à ses abonnés. Mais c'est sans compter avec ces inciviques qui sont passés maîtres dans l'art de cannibaliser ces lignes. La ligne Likasi-Lubumbashi compte encore des fils conducteurs volés, des pylônes qui s'effondrent et qu'il faut rapidement réhabiliter. Dans l'entretemps, dans l'extrême ouest, le directeur général de SNEL, Jean Bosco Kayombo, est sur le terrain pour s'assurer que la ligne Zongo 2 Kinshasa à Kinshasa se construit selon les règles de l'art. Des pylônes sortent de terre et l'espoir est permis. Vous savez, la ligne, comme le DG de Sino Hydro venait de le dire, fait 64 km à partir de Zongo 2 jusqu'au port de Kinshasa, dont 60 km se trouvent dans la province du Congo central et 4 km dans Kinshasa. Mais nous avons beaucoup de difficultés dans la partie de Kinshasa parce qu'à l'époque, il y a 10 ans de cela, quand on montait ce projet, la ligne, le couloir était dégagé. Mais malheureusement, nous avons constaté qu'aux alentours de Kinshasa, il y a eu des constructions qui sont venues occuper la servitude. Maintenant, nous sommes aujourd'hui en train de faire les démarches pour exproprier toutes ces personnes parce que la ligne, elle est d'utilité publique et nous devons y arriver. La communauté regarde ainsi impuissante ces écervelés imposer du surplace à la Société nationale d'électricité. Tout le monde doit travailler à protéger le patrimoine des SNEL, qui est un bien public et requiert la contribution de tous. On revient sur la date du 24 mars, 52 ans déjà depuis qu'est mort le président Kasavubu en mémoire du tout premier président de la RDC. Plusieurs activités ont été organisées, notamment cette messe d'action de grâce et les dépôts de gerbes de fleurs devant son mausolée à Kimpuanza. Nous sommes en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, cette messe d'action de grâce où ont pris part la famille biologique, plusieurs personnalités politiques ainsi que l'aîné Congo était une occasion tout indiquée pour implorer la grâce divine pour que Dieu accorde une place de choix dans l'au-delà à Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo. L'officiant du jour a exhorté les peuples congolais dans l'ensemble ainsi que nos dirigeants à suivre son exemple de gestion. L'aîné Congo présent à cette célébration eucharistique ont profité de l'occasion pour lancer
lancé un appel à l'unité pour le développement de cette contrée. Au nom de la famille biologique, Carole Kasavubu Kiatazabou, petite fille du patriarche, a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir honoré ces grands hommes au rang des héros nationaux. À tous les Congolais, je dirais de regarder devant eux et de penser qu'il y a eu un moment où il y a eu un premier président exemplaire qui a été aujourd'hui irréprochable dans sa gestion de l'État, des deniers publics, la Res Publica, et qu'ils tiennent de lui comme exemple. Juste après, cap au rond-point Kimpoza dans la commune de Kasavubu. Ici, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs a été organisée en son monument. Au nom des Nékongo, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Makelele, a loué les qualités de Joseph Kasavubu. La rencontre entre un événement d'une portée extraordinaire, l'anniversaire du premier président de la République démocratique du Congo, feu Joseph Kasavubu, et la naissance de l'Union sacrée. L'Union sacrée, pour le chef de l'État, c'est le primat du peuple. Le salut du peuple, c'est la loi suprême pour lui. Eh bien, pour le président Kasavubu, c'était pareil. Il disait tout ce qu'il faisait. Il le faisait pour et au nom du peuple. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout ce qu'il y a comme vertu à mettre dans la politique, c'était Kasavubu. Signalons tout de même qu'une messe d'action de grâce a été dite précisément en Tsingini, où repose Joseph Kasavubu pour l'éternité. L'UDPS rend hommage à feu le président Joseph Kasavubu. Son secrétaire général Augustin Kabouya a vanté les mérites de ce digne fils du pays qui a fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Alain Bikaï. La manifestation d'installation du comité fédéral de Moamba a servi de cadre au secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya, a vanté les mérites du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Ce 24 mars 2021, le Congo va se souvenir de son digne fils qui a rendu de loyaux services à la nation. C'est dans cette optique que Augustin Kabouya a appelé les Congolais à garder une pensée pieuse en mémoire de celui qui a fait de la bonne gouvernance le cheval de bataille de sa gestion. Les cadres et combattants du Congo central sont priés de se rendre massivement au mausolée de l'héros national qu'on appelle affectueusement par les Nékongo, Mbuta Kasavubu, a-t-il recommandé. Joseph Kasavubu est arrivé au pouvoir au terme des premières élections transparentes et démocratiques de 1960. Après 5 ans de règne, Joseph Kasavubu a été renversé par les coups d'État commandité par le colonel Joseph Mobutu. Le nouveau régime va reléguer Kasavubu dans son village où il va trouver la mort par manque de soins le 24 mars 1969 à l'âge de 52 ans. Un autre point abordé, c'était la mise au point au sujet polémique des 135 ministrables pour 8 postes ministériels. Le numéro 2 de l'UDPS précise que ces petits échantillons prouvent à suffisance que la pléthore des intellectuels et la vraie démocratie qui règne au sein du parti d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Une nouvelle du Sénat avant de poursuivre ce journal. La coopération entre le Japon et la RDC a les vents en poupe. Nul n'ignore l'apport de l'Empire Soleil Levant dans le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa a échangé aujourd'hui avec le président du Sénat, Modeste Bahati, qui a par la suite conféré avec l'ambassadeur de la République démocratique populaire du Corée. Sandra Nyangui nous promet des images au cours de nos prochaines éditions. Il était temps de s'aligner derrière les idéaux prônés par le chef de l'État à travers l'Union sacrée de la nation. Les députés provinciaux du Grand Bandundu et du Lualaba ont signé leur adhésion. Ils l'ont fait savoir au haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État, Kitenge Yesu. Nous sommes venus rencontrer ce soir le haut représentant pour lui réaffirmer les différentes déclarations que nous avons faites au sein de nos assemblées provinciales en rapport avec notre adhésion à l'Union sacrée. Et nous avons profité de l'occasion qui nous a été offerte pour essayer de présenter au haut représentant du chef de l'État
certains problèmes liés à la vie de nos provinces, mais aussi des problèmes liés à la vie au social du député. C'est comme ça que vous nous avez vus accompagnés notamment du président du collectif de toutes les assemblées provinciales de la RDC. Le haut représentant a été attentif. Nous avons eu un échange fructueux. Il a écouté. Ce ravin de Kimwenza qui éventre la terre et jette des l'émoi dans la population à mesure que les pluies s'abattent sur Kinshasa inquiète. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est rendu sur le site, je vous l'ai dit en ouverture de ce journal, pour attirer l'attention des autorités et entrevoir une solution urgente. Edith Charles nous en parle. En 2 mois, le ravin ici à Kimwenza aura progressé de 200 mètres. Sur son passage, des habitations ont été englouties, avec elles des années d'investissement pour les familles Pananti. Des lieux d'apprentissage et des cultes sont dangereusement menacés par cette érosion effroyable et spectaculaire qui impose une action urgente. Le pasteur de Kinshasa, l'archevêque du diocèse de Kinshasa, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, qui a pris à bras-le-corps le problème, mène un plaidoyer pour une prise en charge rapide et revenu sur le lieu pour la 2e fois en un trimestre. Dans sa délégation, Jean-Christophe Carré de la Banque mondiale en République démocratique du Congo et quelques élus de cette partie de la capitale. Par ce qu'il voit, le cardinal est outré. Comment on en est arrivé là? Moi, en tant que pasteur, quand je vois mon peuple conditionné, comme nous voyons ici aujourd'hui, un peuple qui désespère à cause de la gravité de l'érosion, je ne peux que me tourner vers le chef de l'État, lui-même qui avait décidé de ce déblocage de 4 millions pour qu'on fasse la lumière. La Banque mondiale a un projet sur Kinshasa qui pourrait aider à résoudre les problèmes de cette nature. Nous sommes en train de préparer, et pour la première fois depuis très longtemps, un grand projet pour la ville de Kinshasa. Ce projet il va être examiné au conseil d'administration le 30 mars. Donc c'est vraiment, ce projet est en train d'arriver. Cette route, dont la coupure par cette érosion, condamne carrément une importante partie de la population à l'isolement et l'extrême pauvreté qui va avec, mérite une attention particulière. Et pendant ces temps, la province de la Mongala s'investit dans la construction de sa vision urbaine. Des travaux titanesques ont été lancés par l'Office de voirie et drainage, nous dit Willy Atonakov dans ce reportage. La ville d'Elisala, dans la province de la Mongala, se métamorphose lentement mais sûrement, à l'instar des chefs-lieux des autres provinces de la République démocratique du Congo. Et cela, depuis l'avènement à la tête de l'OVD, Office de voirie et drainage, du comité Tumbachi Kela, visiblement très déterminé à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État. Les artères principales de cette agglomération de plus de 500 000 habitants subissent d'intenses travaux de modernisation par la direction provinciale de l'OVD y a déployé experts et engins de génie civil sous la supervision du directeur provincial Anthony Ngwangamo, sous l'œil vigilant de Madame le gouverneur intérimaire Marie-Clémentine Solé et Kungola, qui séjourne actuellement à Kinshasa. Il s'agit notamment des travaux de bétonnage et des poses des dallettes d'accès de l'avenue Aérodrome, des travaux de construction, des murs de soutènement, des talus et de rechargement en matériaux de l'avenue de la Mission et les travaux d'assainissement par les curages et de rétention des eaux de pluie. Le numéro 1 ad intérim de la Mongala salue la vision du chef de l'État et l'intervention de l'OVD sur le financement du FONER dans le cadre du PER, programme d'entretien routier. Et voilà, à la Mongala, nous avons reçu les amis de l'OVD qui sont venus travailler avec nous par le biais du FONER. Et les travaux sont en cours parce que nous avons déjà terminé la grande avenue. C'est l'avenue Aérodrome que nous avions travaillé, pas ensemble avec l'OVD, mais c'est l'OVD qui avait mené les actions.
d'asphaltage de cette grande avenue de la Mongala, précisément à Lissala. Comme toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, l'espace Grand Bandundu et l'espace Grand Équateur vont aussi bénéficier du projet Tchilegelou après la première phase lancée dernièrement à Kinshasa par le chef de l'État et la deuxième phase qui sera bientôt lancée dans l'espace Kasaï, à en croire le directeur général de l'OVD, ingénieur Toumba Chikela. L'accélération du dossier sur l'exploitation du gaz méthane dans le bloc dit Goma en vue de produire de l'électricité, sujet au centre des échanges entre le ministre d'État des hydrocarbures Rubens Mikindo et les ministres des Affaires étrangères et de la migration tunisien. C'est un reportage de Janine Kalenga. La République démocratique du Congo est résolue à revitaliser le projet sur l'exploitation du gaz méthane dans les lacs Kivu en vue de produire l'électricité. La mise en œuvre de ce projet a donné lieu à une séance de travail entre le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Muhima, et le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l'étranger, Othman Gerandi. Il y a une grande société qui travaille dans les consortiums appelé EPPM, qui est un grand projet, l'exploitation du gaz et sa production en électricité dans les blocs Goma au Nord Kivu. Et nous avons essayé de parcourir, disons, les dossiers, comment, si vous voulez, nous sommes arrivés à quel niveau. Un projet de coopération en la matière a été négocié entre les deux parties et est prêt à la signature. Le ministre d'État a confirmé sa disponibilité totale pour accompagner l'opérateur Kivu Power à la recherche des solutions au double plan gouvernemental et opérationnel. Ces sentiments a réjoui l'hôte du ministre d'État, ministre des hydrocarbures. C'est un grand projet, n'est-ce pas, qui va imprégner la coopération bilatérale entre la Tunisie et la République démocratique du Congo. Nous souhaitons que ce projet-là puisse voir le jour, n'est-ce pas, le plus tôt possible. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été déjà placés dans ce projet-là. Cette séance de travail a connu la participation active des Hafed Daoud, PDG des EPPM, la représentation du consortium tunisien et PCA de Kivu Power, société de projet, de l'ambassadeur de la Tunisie en RDC et des experts du ministère des hydrocarbures. La République démocratique du Congo tient à la création d'un fonds d'indemnisation pour le soutien aux victimes des violences sexuelles. Le ministre des Droits humains qui séjourne à Genève, en Suisse, en a discuté avec la directrice générale du Fonds mondial des victimes des violences sexuelles, Lucie Lavichisenda, a commenté ce reportage. En séjour à Genève, le ministre des Droits humains, André Lité ACB, a échangé avec la directrice générale du Fonds mondial pour les victimes des violences sexuelles, Esther Dingemans, sur le soutien à apporter au Fonds national pour l'indemnisation des victimes des crimes graves en cours de création en République démocratique du Congo. La raison de cette visite, c'était pour qu'on puisse échanger sur deux thèmes en fait. Et ça, c'est d'abord l'intérêt de la RDC de soutenir le Fonds mondial pour les survivantes de violences sexuelles liées au conflit. Donc là, on a discuté, c'est très encourageant. Et on a aussi parlé du plan de gouvernement congolais d'établir un fonds national pour les victimes de violences graves. Et le fonds est là, nous sommes disponibles pour soutenir le RDC dans la mise en place de ce fonds. Le ministre, il nous a parlé d'un échange avec son Excellence le chef de l'État sur ce fait de réparation. Je voudrais vraiment souligner que l'engagement du chef de l'État lui-même est énormément encourageant. C'est très très important et ça pourrait vraiment donner un signe très fort aussi aux autres pays, pas seulement africains mais partout du monde, que l'RDC est engagé pour donner des réparations aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et d'autres victimes de violences graves. Esther Dingemans en a par ailleurs profité pour solliciter auprès du ministre des Droits humains le parrainage par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui préside actuellement l'Union africaine, de la conférence sur les violences sexuelles qui aura lieu très prochainement à Addis Abeba.
On rentre au pays. Une mission de suivi de la coordination nationale du Papakine séjourne dans la province du Kwilu. Sa mission, évaluer les différentes infrastructures d'accompagnement des paysans producteurs. Commentaire, Luzette Ntsakala Malassa. L'état d'avancement des travaux relatifs aux infrastructures post-récolte dans les Kwilu, plus précisément dans les territoires des Boulungu, Gungu et Idiofa, voilà qui justifie cette mission de suivi de la coordination nationale du Papakine dans cette partie du pays. Avec à sa tête les coordonnateurs nationaux du Papakine, programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, la délégation a visité sur place plusieurs sites, notamment l'axe routier Sacré-Cœur-Kimputuseke, en pleine réhabilitation par l'Office des routes. Popol Kizungu, coordonnateur national, s'est dit satisfait du travail abattu. Nous sommes ici avec le partenaire Office des routes qui fait de son mieux pour pouvoir donc remplir sa mission dans le cadre du contrat qui nous lie. Et donc au terme de cette visite, nous pouvons quand même espérer que d'ici la mission de supervision, les choses s'améliorent, pour que nous puissions tirer certaines leçons. Motif de satisfaction également pour les usagers de cette route. La réhabilitation de ces tronçons longs de 20 km par l'Office des routes est le fruit du partenariat FIDA-Papakine, programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers. Cela va permettre l'approvisionnement de la capitale Kinshasa en produits vivriers. Une délégation des vétérans de l'UDPS est à Bukanga-Lonzo. Objectif de la visite, palper les réalités sur terrain et évaluer l'effectivité du début de récolte des maïs. Lisette Mujinga. La délégation des vétérans de l'UDPS, conduite par Robert Koumou, s'est rendue à Bukanga-Lonzo dans la province du Kwango. Objectif, palper l'effectivité du débit de la récolte de maïs au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Sur place, la délégation a été surprise agréablement par les travaux abattus par le ministre Joseph-Antoine Kassonga, membre des vétérans de l'UDPS au sein du gouvernement Ilunkamba. La récolte des maïs cultivés sur 1500 hectares se poursuit sur le terrain. Le vétéran exhorte les chefs de l'État à s'impliquer personnellement pour que les fonds soient débloqués pour que les maïs soient rapidement transformés et mis à la disposition de la population congolaise. Vœu émis aussi par les travailleurs de Bukanga-Lonzo. Après Bukanga-Lonzo, les vétérans se sont également rendus à Mongata, à Maluku, où sont cultivés 800 hectares de manioc. Ils ont également visité l'usine de transformation de manioc qui sera très bientôt mise en marche. Le directeur régional de l'ONUDI pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Jean Bakolé, séjourne à Kinshasa. Venu sur invitation des autorités du pays, il examine avec elle les possibilités de l'industrialisation de la RDC. Christine Lenzo. Avec son potentiel important, l'Afrique peut devenir, aux côtés de la Chine, l'usine du monde et la République démocratique du Congo serait le moteur. Et l'industrialisation va permettre à la République démocratique du Congo de diversifier son économie à travers une politique spécialisée basée sur les investissements. Argument soutenu par John Bakolé, directeur régional de l'ONUDI pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, à son arrivée à l'aéroport d'Ndjili. Il a été accueilli par le représentant de l'ONUDI RDC, Thomas Maketa. Nous sommes actuellement en train de présider l'Union africaine. Il y a beaucoup de sujets importants sur le plan économique, politique, sur le plan social, les cas du Congo par exemple, répondre à la situation ou essayer de discuter sur les stratégies par rapport à la zone de libre-échange continentale africaine. La stratégie de développement dans les secteurs industriels de la République démocratique du Congo est principalement axée sur la création des zones économiques spécialisées selon ses fonctionnaires internationaux. Le monde aujourd'hui est totalement sous la menace de l'instabilité causée par la Covid-19. Il est tout à fait normal que notre pays, les autorités de notre pays puissent essayer de discuter ces questions-là, spécialement par rapport à l'impact que la Covid-19 peut avoir sur l'économie.
invité par les autorités congolaises. Jean Bakoli va échanger et approfondir toutes ces questions autour de l'industrialisation de la République démocratique du Congo avec les personnalités congolaises. C'est là avant de regagner Abuja, siège de la représentation régionale. La République du Congo-Brazza a un nouveau président, Denis Sassou Nguesso, réélu avec plus de 88% de voix. L'annonce est officielle il y a quelques jours à travers la commission électorale de ce pays. Plus de détails dans ce reportage. Sur les 7 candidats en liste pour l'élection présidentielle tenue le dimanche 21 mars 2021 au Congo-Brazzaville, seul Denis Sassou Nguesso vient de l'emporter avec 88,57% des voix. Un résultat encore provisoire mais officiel publié par la commission électorale. Son rival principal, Guy Brice Parfait Kolela, décédé en France juste après son transfert médicalisé, a obtenu 7,84% de voix. Un autre opposant, l'ombre de lui-même, à la présidentielle du Congo-Brazzaville, Mathieu Dzon, a seulement glané 1,90% des voix. Ce dernier a annoncé son intention de déposer un recours à la Cour constitutionnelle pour demander tout simplement l'annulation du premier tour du scrutin présidentiel qu'il qualifie de calamiteux. Sassou Nguesso, du haut de ses 77 ans, 36 ans au pouvoir, c'est la coule douce pour sa victoire électorale. Il entend mettre à profit les nouveaux mandats pour améliorer davantage les conditions de vie de ses compatriotes, quand bien même l'économie de son pays est malmenée par la chute du revenu pétrolier à cause du Covid-19. Et puis la formation des jeunes sur l'entrepreneuriat, initiative de la conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme. Parlons-en, les jeunes de la fondation Olangui ont été formés. Comme si tout Moamba, regroupé au sein de la dynamique des jeunes entrepreneurs du Congo JEC, s'est donné rendez-vous à la Fondation Olangui, 17e rue Limité Industrielle, pour une formation sur l'entrepreneuriat. Formation organisée par la conseillère spéciale du chef de l'État à la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelou-Moulop, en collaboration avec JEC, une structure d'appui aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son adresse, Médard Echinyalanga, président de cette structure, est revenu sur l'organisation des jeunes qui doivent se prendre en charge pour un avenir meilleur. Le chef de l'État, a-t-il poursuivi, a mis à la disposition des JEC un fonds pour soutenir les jeunes qui ont des projets pour un financement. Il a conseillé aux jeunes de mettre en pratique les potentiels qu'ils possèdent et de croire à leurs rêves. On était en train de les expliquer comment la JEC fonctionne, comment la JEC est en train d'encadrer les jeunes Congolais qui ont des projets embryonnaires pour le matérialiser et chercher pour eux les opportunités de financement auxquelles le président a mis en place avec la Banque mondiale. La création d'une classe moyenne passe par l'appui aux initiatives des capitaux privés pour soutenir la politique publique dans son volet création d'emplois. Les jeunes peuvent bien bénéficier de ce financement en déposant leurs projets et nous sommes en train aussi de les former gratuitement. Comment élaborer leurs projets, comment faire un business plan pour que chaque fois qu'ils déposent un projet, que leur projet soit bancable et que ces projets soient financés. Une mobilisation à la racine, une illustration parfaite de la gestion des proximités que la dynamique des jeunes entrepreneurs du Congo a fait montre dans les districts de Moamba. On parle de la femme à présent. Françoise Bouelabouaki nous fait découvrir Jocelyne Moussao, journaliste de carrière, 22 ans, mais aussi passionnée des affaires. Elle est une référence en termes de vente de produits locaux et ceux transformés par les mains congolaises. Tous les matins, elle vient vérifier que la présentation est attirante. Les offres sont faites sur Internet. L'épicerie Les Aliments de la RDC fait la vente des produits congolais. Chez nous, on peut trouver des produits alimentaires essentiellement congolais. Donc, on part de tous les secteurs de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche. Et la particularité, c'est aussi que
nous présentons en tout cas dans nos choix, nous prenons des produits qui sont bien conditionnés. C'est aussi une façon pour nous d'encourager les initiatives des autres. On est une sorte de vitrine un peu de l'entrepreneuriat congolais. Jocelyne Moussaoponde, journaliste à la radio Okapi, épouse et mère, quand elle quitte le micro, elle retrouve son sens des affaires. La communication occupe une place importante dans ce que je fais. Je travaille d'ailleurs avec une équipe de community managers avec qui nous tenons de réunions hebdomadaires, nous décidons des sujets qu'il faut partager. La communication est très importante et je crois que mon travail de journaliste m'a beaucoup aidé. Du journalisme aux affaires, cette femme des médias n'a fait qu'un pas. Dans les rayons de cette épicerie se côtoient le riz venu de Bamoué au nord Ubangi, les haricots, de la viande, du fromage du nord Kivu, du poisson du fleuve et de l'océan de Mwanda, du poisson salé venu du Katanga et de Mbandaka, des produits locaux sans agents conservateurs. On a beaucoup de difficultés d'électricité. Il nous est arrivé de jeter de la marchandise parce que, bon, avarié à cause de coupures intempestives de courant, à cause de chutes de tension. Et comme on propose des aliments à la base qui n'ont pas de conservateurs, il nous arrive de perdre de la marchandise. Jocelyne a non seulement créé une entreprise, elle a donné de la valeur aux produits locaux qu'elle propose dans un environnement sain et assure les livraisons à domicile. Ce journal est terminé. Nous faisons un clin d'œil particulier à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent à partir de Kalemi dans la province du Tanganyika et un peu plus loin à Cape Town en Afrique du Sud. Nous dédions ce journal à toutes les personnes qui vont fêter leurs anniversaires demain, comme Doris Mozo, au nom de la grande équipe qui a conduit cette édition d'information, José Baïtouamba à la rédaction, Nono Mantseko à la réalisation, coordination, Cédric Kenina. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver le mercredi prochain. À très bientôt.